Juste le standard si c'est possible. Ok. Merci beaucoup. Attention, ne vous prenez pas le truc dans les pieds. Shalom, on va Bezat Hashem commencer Ilchot Bishul Hakum, la cuisson effectuée par un non-juif. Rachamim nous enseigne qu'on n'a pas le droit de consommer un aliment qui a été cuit par un goy. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas de l'interdiction de taref ou cachère ou pas cachère. Parce que ça, bien entendu, que ce soit un juif qui l'ait cuit ou que ce soit un goy, c'est toujours interdit. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'interdiction de bichoul d'un goy, akoum, donc oved kochavim, que lorsque le goy va cuire un aliment, même si c'est une pomme de terre qui est parfaitement cachère, dans de l'eau avec ma propre marmite, donc tout est cachère, il n'y a pas de problème d'absorption, il n'y a pas de problème de goût, tout est parfaitement permis. Bien malgré tout, Chachamim ont tout de même interdit. Pourquoi? La Gemara dans Avodah Zarah, page 37, nous dit de peur que le goy s'habitue à cuire des aliments pour le juif, et le juif ne va plus voir donc de différence entre lui et les goyim, et il va commencer à s'alimenter et à se nourrir d'un plat qui a été cuit par un goy de manière fixe. Et alors, nous dit la Gemara, ça dit le Tosfot, Avodah Zarah 38, le premier Tosfot, il dit comme ça, il dit qu'on a peur d'en arriver à d'un mariage mixte. Le fait de manger donc un aliment, une pomme de terre qui a été cuite par un goy, tu risques de te marier avec sa fille ou avec sa famille. Vous voyez le rapport entre une pomme de terre et entre la fille du goy. Tout simplement, Chazal nous dit qu'en réalité, lorsque tu reçois quelque chose, lorsque tu es redevable d'un bienfait qui t'a été prodigué, tu dis, mais finalement, les goyim, ça va, ils sont comme nous, on est comme eux, on est tous les mêmes. À cause de ça, dit Chazal que la différence et le Evdel qu'Akadosh Baruch Hu a été matbia et a fixé dans les nations du monde, va commencer à s'effriter. C'est-à-dire que cette différence, tu vas commencer à dire, ça va, on est tous les mêmes, on est tous des êtres humains, et c'est vrai qu'on est tous des êtres humains, simplement qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, ok, qu'on doit considérer, on doit honorer chaque peuple du monde, simplement, l'Am Israël, il est mouvdal mina'amim, il est différent de tout le monde, ce qui signifie que quoi? On doit s'éloigner totalement de l'influence. C'est quoi l'influence? D'en arriver à des mariages mixtes. La Gemara dit de peur qu'on en arrive aussi à faire Avodah Zarah. Tu te maries avec leur fille, après tu dis finalement, on est tous les mêmes, et on commence à faire Avodah Zarah. Quelles sont les conditions à Avotai pour que cet aliment soit interdit? Donc je répète, l'exemple par excellence, c'est donc lorsque le goy va prendre une pomme de terre, il va me la cuire. Et donc tout est cachère, malgré tout, j'ai quand même pas le droit de le manger. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est pas une interdiction de la Torah, c'est une interdiction d'ordre rabbinique. C'est les Chachamim, c'est les sages qui ont interdit cette cuisson. Pourquoi? Parce qu'on a dit de peur d'en arriver donc au mélange et au mariage mixte. Simplement, il y a deux conditions pour que ce soit interdit. Quelles sont les deux conditions à Botaï? La première condition, c'est lorsque cet aliment n'était pas cuit, n'était pas consommable à l'état cru. C'est seulement lorsqu'un aliment n'était pas consommable à l'état cru qu'il sera interdit lorsqu'il a été cuit par un goy. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, lorsqu'il m'a donné une pomme de terre cuite, je n'aurais pas pu la manger crue. Et donc, c'est seulement sous ces conditions que je vais être rempli de gratitude et de reconnaissance envers ce non-juif. Qu'est-ce qui se passe si le goy, il m'a fait une soupe avec des champignons, donc il a mis de l'eau et des champignons. Les champignons, tu aurais pu les consommer à l'état cru, et l'eau aussi, tu aurais pu la boire à l'état cru. Dans ce cas-là, on te dit, il n'y a pas de problème de bishul hakum. Pourquoi? C'est comme c'était déjà consommable à l'état cru. Et c'est vrai que le goy, maintenant, c'est meilleur. Une soupe aux champignons, c'est meilleur que de l'eau et des champignons crus. Mais malgré tout, tu ne vas pas être empli d'une gratitude et d'une reconnaissance envers ce goy. Pourquoi? Parce que tu aurais pu t'en sortir tout seul. Quand est-ce que c'est interdit? Lorsque, tu es chayav lo toda, tu as asir toda, comme dit Chazal, tu lui dois tellement que tu dis, finalement, je vais me rapprocher de lui. Mais lorsque, en réalité, c'était déjà consommable, il n'y a plus de problème de bishul hakum. Deuxième condition à Botaï, c'est lorsque l'aliment est suffisamment honorable. C'est-à-dire quoi suffisamment honorable? C'est-à-dire qu'en réalité, j'aurais pu honorer quelqu'un, un invité d'hôte, un hôte respectable, j'aurais pu l'inviter et l'honorer avec cet aliment. Mais qu'est-ce qui se passe si le goy me cuit quelque chose qui est pas très présentable? Alors, même s'il me le cuit, je ne vais pas dire, ils sont gentils, ces goyim, finalement, on est tous les mêmes, qu'est-ce que je lui suis reconnaissant? Tu lui dois rien du tout. Parce que finalement, c'est pas honorable. Alors c'est vrai que tu le manges maintenant, mais c'est pas très honorable.
à cause de ça, il n'y a plus de problème de bichoulako. On a dit donc, la deuxième condition, c'est seulement lorsque l'aliment il est suffisamment honorable. Une fois de plus, c'est quoi l'interdiction? Chachamim t'interdit de peur d'en arriver à s'unir avec les non-juifs parce que tu vas lui être reconnaissant. Si finalement l'aliment est de moindre valeur, il n'y a plus aucune reconnaissance, dans ce cas-là, c'est parfaitement permis. Comment on va considérer la cuisson d'un aliment, que ce soit donc s'il est cru ou s'il est cuit, ou bien s'il est honorable ou s'il n'est pas honorable? A priori, ces deux critères sont des critères qui sont relatifs. Ce n'est pas des critères absolus. Pourquoi? Parce que on sait très bien, par exemple, à notre époque, ils font les sushis. C'est combien de temps que ça existe les sushis? 10 ans, 15 ans, 20 ans? Avant ça, tu aurais dit à quelqu'un, viens manger du poisson cru, tu aurais dit, t'es fou. Pourquoi? Parce que c'est impossible de manger un poisson cru. Jusqu'à que les Chinois ils sont venus, avec leurs petits doigts, là, ils font des petits sushis, et ils peuvent te les offrir, tu peux les manger crus. Mais avant ça, tu n'aurais même pas eu d'avamina, tu n'aurais même pas pu penser qu'il est possible de consommer à l'état cru. Et donc, Chachamim, le Pri Hadash nous dit qu'en réalité, ces critères, donc d'un aliment cru ou cuit, eh bien, ils vont changer en fonction de la coutume, en fonction de l'endroit, en fonction de la région et en fonction de l'époque considérée. C'est-à-dire que finalement, ce sont des critères qui sont relatifs. Par exemple, lorsque j'avais écrit ce livre il y a une dizaine d'années, je l'avais montré aussi au Rav Sharbit. Parce qu'en général, les livres que j'écris, Bessiat Eshma, j'en parle à Bostou de Gdolim, j'en parle à Rav Yosef, à Rav Yaakov Yosef, à Rav Rubin, d'accord, beaucoup de Gdolim, à Rav Wozner aussi. Mais il y a des conditions, il y a des halachot qui vont être différentes en fonction de l'endroit dans lequel on se trouve. Donc j'ai besoin de savoir quelle est la coutume en France. C'est pour ça que souvent j'ai parlé au Rav Sharbit, un très grand ami Chacham, qui était passé sur chaque ligne de mon livre. Il avait écrit, je ne sais pas, presque 5 pages de remarques et je lui avais répondu presque une quinzaine de pages de réponses pour finalement les Yachef, ce qui est écrit dans ce livre. Mais en tout cas, lorsque je lui avais écrit, donc c'est à la Chot, je lui avais parlé des marrons. Les marrons, d'accord, les châtaignes, les marrons, eh bien, est-ce que ça se mange à l'état cru ou pas d'après vous? On peut manger des marrons crus, vous avez déjà essayé? Les châtaignes crues, vous avez déjà essayé de les manger? Non. Est-ce que quand vous prenez le métro à Paris, eh bien, vous voyez qu'il y a des petits vendeurs là-bas, des hindous en général, ils mettent ça sur un morceau de fer, comme ça il met des trous en dessous, il met des braises en dessous, et puis il met ça dans une agala, vous savez, comme du supermarché, il a volé au supermarché du coin, et il met comme ça ses marrons dessus. Et il dit, chaud les marrons, chaud, vous avez déjà vu ça? Et vous le mettez dans un petit cornet en journal, vous avez déjà goûté ou pas? On a le droit de le manger chez un hindou? C'est un goy, enfin c'est un goy qui l'a fait, on a le droit de le manger finalement? La question elle est là, est-ce que c'est consommable à l'état cru ou pas? C'est ça la question. D'après vous, on peut le manger à l'état cru ou pas? Non. Vous avez déjà essayé? Non, personne n'a essayé? D'accord. Avec les vins, vous avez ça? Non. Ah, il n'y a pas de marron chaud? Non, ça existe, mais... C'est pas tous les jours qu'on mange ça, d'accord. Il n'y a pas de métro, remarque, avec les vins, donc vous êtes refaite. Donc, quoi qu'il en soit, eh bien, Chazal nous dit que tout dépend donc de la coutume, de l'endroit, de l'époque et des coutumes alimentaires. Est-ce que les gens ils les mangent crus ou ils les mangent pas crus? Mais lorsqu'on revient donc au deuxième critère, qui considérait donc est-ce que l'aliment est suffisamment honorable ou pas, eh bien, certains poskim pensent que, eh bien, on considérera tout aliment qu'on peut présenter dans une soirée de mariage comme un aliment qui est honorable. D'accord? C'est seulement ça le critère. Qui nous dit ça? C'est le Bichoulé Nochrim. Bichoulé Nochrim, c'était le Rav du Mexique, qui a écrit énormément donc, sur ce sujet, parce que c'est très courant là-bas, au Mexique. Et donc il dit, en fonction de la soirée de mariage, on pourra fixer est-ce que l'aliment est honorable ou pas. Où est-ce qu'on a vu cette notion de soirée de mariage? On a vu ça aussi chez une femme. Chez une femme, lorsqu'elle va au mikvé, eh bien, normalement, elle doit enlever tout son maquillage et tout son vernis à ongles. Mais qu'est-ce qui se passe si le vernis, maintenant, il est parfaitement mis? Il est bien mis. Alors on a dit que pour les femmes pas religieuses qui refuseraient de l'enlever, c'est soit ça, soit elles vont pas au mikvé. Alors on dit ok, tu peux le laisser. C'est quoi la condition sine qua non pour ces femmes-là? C'est qu'ils soient parfaitement présentables. C'est-à-dire que les ongles ils soient parfaitement bien vernis. S'ils sont mal vernis, si c'est craqué, s'il manque quelques parties de vernis, eh bien dans ce cas-là on te dit que c'est interdit. Quel est le critère? En fonction de quoi on va le fixer? En fonction d'une soirée de mariage. Est-ce qu'à une soirée de mariage tu pourrais partir avec tes ongles qui sont présentés ainsi, ou bien non, tu as besoin qu'ils soient parfaitement présentables. Quand on dit soirée de mariage, ici en Israël, tu vas dans les synagogues, ils te mettent l'invitation de mariage à l'entrée de la synagogue, tout le monde vient, tous les soirs tu as un mariage, tu dis Mazal Tov, tu manges à Barokès et tu pars. Donc en général, tu peux même venir avec des fois les Israéliens, ils mettent
des savates, là, comment on dit, des sandales, ouais, des sandales. Donc t'as pas besoin de te mettre sur ton 31. Mais en général, en France, lorsqu'on va à un mariage, eh bien, on perd toute la journée, c'est depuis 2 heures la roupa, après on va se changer, on revient à la soirée. T'as perdu 12 heures de ta vie, 12 heures de Bitul Torah. Ashrecha, si c'est pour le mitzvah de mitzvah Sameach Khatan Vekala, mais des fois en plein milieu, tu peux faire une petite escapade, rester au Beth Midrash 1 ou 2 heures et pouvoir étudier. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, les poskim au sujet du Vernian ont fixé que quoi? Quel va être le critère en fonction de quelle situation on va fixer? Est-ce que ce vernis est honorable ou pas en fonction d'une soirée de mariage? Donc certains poskim disent qu'il en est de même pour un aliment cuit par un goy. Est-ce qu'on peut l'honorer? Est-ce qu'on peut le présenter devant une soirée de mariage? Mais l'interdiction de Bishul Hakoum, elle s'applique non seulement pour des aliments qu'on peut manger tout seul, ou bien même des aliments qu'on peut manger avec du pain. Par exemple, du riz ou des pâtes. D'accord? Même dans ça, il y a un problème de Bishul Hakoum. Tout à l'heure, on parlait des sushis. Alors, on a parlé donc du poisson, n'est-ce pas? Du poisson ou du thon qui est cru. Des fois, c'est mariné, mais en tout cas, c'est pas cuit, donc il n'y a plus de problème de Bishul Hakoum. On verra par la suite. Mais, par contre, le riz, il y a oui un problème de Bishul Goy. Si c'est le goy qui a appuyé sur la machine à riz là, pour la faire cuire, eh bien, c'est quand même interdit. Donc, on a dit que ce soit un aliment qui se consomme avec du pain ou qui se consomme sans pain, c'est tout de même interdit. Donc, par exemple, du riz ou des pâtes, ainsi que des légumes ou du poisson, ça reste toujours interdit. Donc, on ne fait aucune distinction. Est-ce que cet aliment est consommé avec du pain ou bien non? Donc, on a dit que le premier critère, donc si on peut le consommer à l'état cru ou pas, ça, on va selon la majorité du public. Des fois, tu vas voir des gens, tu dis, est-ce que tu peux le manger à l'état cru? Ouais, moi je peux le manger. Bon, bah lui, c'est un combattant, ou bien il fait une sorte de régime, il mange tout cru, d'accord? Ou bien il y en a qui gobent des œufs crus comme ça pour l'avoir. Ou bien il y a des sportifs comme ça pour des protéines, ils le mangent comme ça à l'état cru. Eh bien, c'est pas de cette manière qu'on va pouvoir le consommer. Une fois, j'étais parti manger chez quelqu'un un Shabbat, et il m'a dit, sa femme a dit qu'elle avait fait des pommes de terre crues, elle les avait coupées, crues, et elle les avait laissées avec, je crois, avec du vinaigre toute la nuit ou avec de la mayonnaise toute la nuit. Et le lendemain, donc quand on mangeait, c'est vrai que c'était un petit peu croquant, c'était pas très très bon, mais elle disait, elle était fière, elle disait, moi j'ai pas le temps de cuire, moi je suis une femme, je travaille tout le temps. Et donc on le mangeait de cette manière. Donc c'était des pommes de terre crues coupées en petits, donc quand c'est coupé en petits, c'est plus, ça se ramollit. Et elle le laissait un peu avec un peu de sel comme ça toute la nuit. Eh bien non, c'est pas en fonction d'un particulier qu'on va fixer est-ce que cet aliment est consommable cru ou pas, c'est en fonction de la majorité. Est-ce que la majorité des habitants de la ville ou de la région dans laquelle on se trouve le consomment de cette manière? D'accord? Qu'est-ce qui se passe si maintenant dans telle région on le consomme cru et dans d'autres régions on ne le consomme pas? Eh bien, c'est la majorité des habitants de notre région qui vont fixer s'il s'agit d'une interdiction et est-ce qu'il s'agit d'un aliment qui est cuit ou qui est consommable cru. On ne fait aussi aucune distinction entre les aliments, entre les différents modes de cuisson. Que ce soit des fritures, que ce soit grillé, que ce soit toutes sortes de cuissons, eh bien ça reste toujours interdit par Bishul Hakoum. On ne fait aucune distinction. C'est pas seulement une cuisson sur du feu, ça peut être aussi au four, ça peut être aussi sur des braises. Dans toutes ces conditions, ça reste tout de même interdit. Qu'est-ce qui se passe, Rabotai, lorsqu'on a un plat qui est mélangé, qui est composé de 2 aliments? Par exemple, on revient à la soupe. Dans la soupe, tu mets le potage avec des pommes de terre et avec des champignons. Est-ce qu'on a le droit de la boire, cette soupe, ou pas, d'après vous? Comment? On a le droit de le consommer ou pas? On a le droit de parler, hein? On a le droit de le consommer à Rabotai? Donc un aliment qui est constitué de 2 aliments différents. D'accord? Un plat qui est constitué de 2 aliments différents. D'après vous? La sensation mange cru. Oui, un aliment qui est consommable cru et l'autre qui n'est pas consommable cru. Donc c'est mélangé maintenant. C'est permis ou pas? Tout le monde est d'accord, c'est interdit? Alors Béhémet, Raza nous disent comme ça. Ils disent ça dépend. Ça dépend dans quelles conditions c'est consommable cru. On va selon la majorité. La majorité, c'est lui qui va fixer. Voilà. La majorité à Rabotai, c'est la majorité qui va fixer le statut du plat. C'est-à-dire comme ça. Si on a une soupe, donc dans laquelle on a tout broyé, d'accord, il y a des pommes de terre et il y a des champignons. Donc les champignons sont consommables à l'état cru, les pommes de terre ne sont pas consommables à l'état cru. Chazal nous dit qu'on va selon la majorité du plat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si la majorité c'est les pommes de terre, on a le droit de la consommer cette soupe ou pas?
Non. Et si la majorité ce sont des champignons, oui, c'est permis. Donc on va selon la majorité. Ah, vous allez dire, ouais, mais on a vu dans la halachot cacheroute précédente qu'on va selon en général un 60e, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Ta'am keika de Horaïta, ce que la Torah interdit, c'est le goût. Et les Chachamim statuent que le goût n'est ressenti à partir d'un 60e. C'est-à-dire que si il y a plus qu'un 60e, eh bien c'est absolument interdit. Donc là tu me dis quoi? Tu me dis jusqu'au robe, jusqu'à 51%, c'est permis. A priori c'est exagéré? Non. Pourquoi? Parce que comme c'est l'interdiction des Rabbanan, Emamrou, Vemamrou. C'est eux qui ont interdit l'interdiction de cuisson effectuée par un non-juif, et c'est eux qui te permettent, lorsque cette cuisson eh bien, ne va pas être, elle va être constituée en minorité d'un plat qui est consommé à l'état cru. Ce qui signifie que donc, lorsque tout est broyé, on va selon la majorité. Mais qu'est-ce qui se passe, Rabotai, si maintenant, dans mon plat, je mets au four, je mets des pommes de terre avec ces fameux champignons. D'accord? Donc, avec ces deux exemples, c'est plus facile. Donc, un aliment qui est consommé à l'état cru, l'autre qui n'est pas consommé à l'état cru. Et 75% du plat, c'est des champignons. Vous adorez les champignons. 75% c'est des champignons. Et il y a 25% de pommes de terre. On a le droit de les manger ou pas ces pommes de terre? D'après vous? Après ce qu'on a dit précédemment? Oui? Pourquoi?